À la une ce soir, terrible mésaventure pour une touriste en vacances chez nous. La quinquagénaire a chuté dans un ravin au jardin de Balata, puis a passé la nuit sur place. Après des recherches qui ont duré toute la nuit, elle a finalement été retrouvée saine et sauve. Les syndicats du centre pénitentiaire de Ducos travaillent pour une amélioration des conditions carcérales des détenus. Ils ont remis un rapport avec des pistes de réflexion ce matin à la sénatrice Catherine Conconne. Objectif, lutter contre les récidives. Enfin, l'association écologiste CD2S alerte sur une pollution à venir sur la ville de Sainte-Anne. Il dénonce le transfert d'élevage bovin qui compromettrait la qualité des sols. La contamination pourrait impacter les crabes du territoire. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Une chute dans un ravin, une nuit passée dedans, c'est la terrible mésaventure qu'a vécue une touriste en visite au jardin de Balata avec sa famille. Fort heureusement, l'histoire se termine bien puisqu'elle a été retrouvée saine et sauve cet après-midi. Ce sont les recherches effectuées par les pompiers spécialisés dans l'escalade qui ont permis de déboucher sur cet heureux dénouement. Explication d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. C'est un dénouement heureux pour cette famille. Une dame de 57 ans portée disparue depuis hier ici au jardin de Balata. Des recherches avaient été entamées très rapidement, mais elles n'avaient rien apporté. Cet après-midi encore, toute la journée, on peut dire, les forces de police étaient sur place. L'équipe du Grimpe également. Finalement, aux environs de 17 h, on a un signalement à partir du sac de la dame retrouvé et puis de son téléphone. Enfin, la dame est retrouvée vivante au fond d'une ravine à 200 mètres de profondeur, si ce n'est pas de la chance. En tout cas, on peut retrouver le sourire ce soir et respirer. Et puis on a une grosse pensée pour cette famille de touristes venus passer quelques jours au pays. Je pense qu'elle a dû entendre des hélicoptères contourner aussi ce matin, donc elle devait savoir qu'on la cherchait, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on en saura plus quand on pourra lui reparler. C'est quand même le soulagement, là. Exactement. Ce qui a surtout marqué l'attention tout au long de la journée, c'est cette grosse mobilisation des forces de police et des pompiers. Ils ont dû multiplier les interventions sur le site sous le regard interrogatif de nombreux touristes venus visiter le jardin de Balata et enfin la délivrance en fin de journée. On a retrouvé donc la personne que nous cherchions depuis hier. Vers 18 h, en tout cas, on a été mobilisés, nous les sapeurs-pompiers, mais les policiers aussi sont mobilisés depuis ce moment-là. Et puis on a aussi une équipe cynophile de la gendarmerie qui a procédé à des recherches hier qui ont été infructueuses. Ces recherches ont été poursuivies aujourd'hui. Et puis, comme on avait par la famille de cette personne qui est sur place, son numéro de portable, on n'a pas arrêté de faire sonner son portable et ça a été fructueux puisqu'on a retrouvé son sac avec son portable qui sonnait dedans. Et en contrebas à 200 mètres, on l'a trouvée là il y a à peu près un quart d'heure. Elle était consciente, elle a pu parler au sauveteur, elle a un certain nombre de contusions, elle se plaint de douleurs au dos, mais en tout cas elle est vivante. Le soulagement pour les proches de la dame, l'hélicoptère de la sécurité civile survole la zone afin de procéder à l'hélitreuillage. C'est la fin de l'angoisse. Surtout pendant plus de 20 heures qu'on n'a pas de nouvelles. Là on est juste heureux et je sais pas, j'ai pas trop de mots à dire, j'ai pas trop de mots à poser là-dessus, mais ouais, voilà, je suis juste content de retrouver ma mère comme un enfant qui retrouve sa mère, quoi. Place au chapitre social. Pas de mobilisation pour commencer. Les syndicats UFAP et FO du centre pénitentiaire de Ducos ont remis ce matin un rapport à la sénatrice Catherine Conconne avec des pistes qui pourraient améliorer les conditions carcérales et lutter contre les récidives. Parmi les idées principales, il est proposé de mieux occuper les détenus pour éviter les actes de violence. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Renier. Aujourd'hui, les 834 détenus de la prison de Ducos s'entassent à 4 dans un espace de 9 mètres carrés, 21 heures sur 24. 140 d'entre eux seulement ont une activité professionnelle à l'intérieur de la prison. La première des requêtes, faire en sorte que chaque détenu ait un travail. Des formations validantes, diplômantes, un CAP, un BEP, diplôme de technicien, vers la pêche, l'aquaculture, les énergies renouvelables, fermes photovoltaïques, la production animale, la production maraîchère, vivrière, la menuiserie métallique, etc. Aujourd'hui, la Martinique offre un champ économique qui permet de faire entrer en prison des concessions et des industriels et d'offrir aux détenus, au moins 400 ou 500 détenus, du travail,
réinsérer et préparer leur sortie. À Ducos, 6 détenus sur 10 ont déjà été incarcérés. La moitié d'entre eux a moins de 25 ans. Il faut donc prioriser les actions pour que l'incarcération ne rime pas uniquement avec répression. Il faut des douches en cellule, il faut améliorer les cours de promenade, les rendre un peu plus dignes, plus respectueux de la personne humaine. Un vrai gymnase, parce que ça n'existe pas à Ducos, les détenus ne peuvent pas faire du sport à certains moments à cause des conditions climatiques, et que ce gymnase demain aussi puisse nous servir de zone où en cas de sinistre grave ou d'incendie grave à Ducos. Ces mesures, c'est également le cheval de bataille de la sénatrice Catherine Conconne. Elle souhaite créer un modèle carcéral propre à la Martinique, combat qu'elle mène activement auprès du gouvernement. J'en ai discuté déjà au cabinet de la ministre de la Justice, donc il y aura des suites. La prison est un élément de notre société. Et si cet élément de la société est défaillant, eh bien ça a des conséquences en cascade sur tout le reste. Donc c'est un devoir que nous avons de nous occuper de cet élément de réparation, de purge de peine qui fait partie de la chaîne pénale obligatoire dans toute société. Mais vous inquiétez pas, il sera suivi de manière extrêmement précise et en lien aussi bien avec la direction de l'établissement qu'avec les personnels. Le rapport est désormais entre les mains de la sénatrice. Je vous promets d'être à vos côtés jusqu'à ce qu'on réalise la dernière virgule de ce document-là. N'hésitez pas. Pas la Dieu de tout. Jamais. Merci. Suite aux 2 semaines de blocage des prisons en janvier dernier, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait d'ores et déjà annoncé une série de mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail en prison. Nous poursuivons avec cette conférence de presse qui a été organisée ce matin à la CGTM, à la Maison des syndicats. Objectif, dénoncer une vague de licenciements considérés comme abusifs dans les rangs d'Odyssey. Hormis ceux déjà actés, il n'y en aurait pas moins de 3 nouveaux en prévision, tout aussi illicites selon le secrétaire général de la CGTM. Voyez ces précisions face à la caméra de Johan Boulard. Actuellement à Odyssey, il y a une sorte de chasse sorcière puisque il y a 3 camarades menacés de licenciement, plus un licenciement sec. Donc on aimerait comprendre ce qui se passe dans cette entreprise parce que depuis un certain temps, on entend beaucoup de choses et il n'y a pas de compte rendu avec les syndicats de Odyssey. On ne sait pas trop ce qui se passe et il y a des enquêtes qui se font. Alors aujourd'hui, Odyssey sont jugés partis. Déjà, ils mettent des gens en licenciement, puis après, ils font des procédures. Avant de licencier quelqu'un, il y a l'entretien préalable. Il faudrait que l'agent se défende. Aujourd'hui, ils sont passés outre et puis ils ont déjà licencié un agent, un technicien. Et puis, il y a encore 3 personnes dans le collimateur. Alors, il faut qu'ils nous disent pourquoi ce vague de licenciement. Pourquoi ces gens-là sont dans le collimateur de Odyssey. Qu'est-ce qu'ils ont fait et quels sont les reproches. Et à ce moment-là, s'ils ne nous reçoivent pas, on va faire comme la CGT a l'habitude de faire, on va bloquer l'entreprise de l'Odyssey. Et pour refermer ce chapitre social, la mobilisation du lycée de Bellefontaine est montée d'un cran comme prévu aujourd'hui avec la fermeture de toutes les classes de l'établissement. Les syndicats enseignants et de parents d'élèves devraient s'unir prochainement afin de décider de la suite du mouvement. Quoi qu'il en soit, la grève devait être reconduite et une pétition est actuellement en ligne pour soutenir la filière scientifique de l'établissement. Une mobilisation qui devrait s'étendre à d'autres établissements de l'île dont certaines classes sont également menacées de fermeture. La ville de Sainte-Anne serait-elle menacée par la pollution au chlordécone alors que jusque-là, la commune de l'extrême sud de l'île était considérée comme épargnée? Le transfert d'élevage bovin compromettrait la qualité des sols. L'association écologiste CD2S a organisé une conférence de presse ce matin pour présenter ses craintes. La contamination pourrait impacter les crabes, ce qui serait une très mauvaise nouvelle à quelques semaines des fêtes de Pâques. Explication de Johan Boulard. Voilà, on va quoi moi boîte moi. 40 ans que Victor pratique la pêche au crabe. Ça c'est un crabe ciseau ça. Et ce quinquagénaire n'en rate pas une. Pentecôte, Pâques, il arpente les zones marécageuses de Sainte-Anne où se terrent les bonnes prises. On a des belles crabes ici, mais il faut donc chercher, il faut donc marcher des fois que c'est pas évident, mais des fois on a des belles tours, des belles saucans. Comme c'est là plus propice, tout le monde a venir, puis c'est le commandé. Qui compte au bon câble là, je regarde cette année au bon câble là. Comme ça, on a acheté, ils savent bien la panne produit qui pas bon. Ou presque.
car le risque de contamination par la molécule de chlordécone existerait bel et bien. Une pollution dont l'animal serait le principal vecteur, issu d'élevage lamantinois, des sites fortement pollués. Il y a ce qu'on appelle une période de sevrage. Ils envoient ces veaux ici, à Sainte-Anne, puisque ce sont des terres qui leur appartiennent. Si par veau, il y a effectivement, tel que le prévoit la loi, eh bien, 50 microgrammes par kilo, ça va nous faire des déjections de 250 kilos lâchés par an dans la nature de chlordécone. Et ce, pour un troupeau de 100 veaux. Une grande partie de la commune serait ainsi en danger. Zone là pratiquement rouge là, au niveau de la Belle-Fond. Rouge on est en termes de quantité de chlordécone, contamination chlordécone, parce que doit ramener toute chlordécone là, pas ni banane, mais doit ramener toute chlordécone qui a dans la déjection bœuf là, ici à là. Et quand même aller en bel marin. Sainte-Anne, une commune jusqu'alors épargnée par ce polluant organique, comme en témoigne cette carte de 2016. À l'approche des fêtes de Pâques et de Pentecôte, ces écologistes lancent un nouveau pavé dans la mare du scandale du chlordécone. Place à notre invité du mardi soir avec qui nous allons parler économie et politique. Il s'agit du délégué général de Contact Entreprise, Jean-Paul Joannel. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le 20 décembre dernier, le porte-parole des salariés du BTP annonçait une situation de leur secteur catastrophique. Quel est le point de vue déjà des chefs d'entreprise? Est-ce que c'est la même situation que vous voyez? Oui, c'est exactement la même vision de la situation. Elle est basée sur des réalités. Les chiffres depuis 2008, depuis la fin de la défiscalisation, ça a engendré une baisse très nette de la production de logements privés, même si les logements publics ont continué. Et ça a été le début d'une crise qui dure jusqu'à présent. L'indicateur habituel, c'est le chiffre du ciment, et il est le plus bas depuis des années, je crois que c'est 36 ans. Donc on a été, il se trouve qu'un syndicat du BTP est membre de notre conseil d'administration, on a été alerté par lui, et on a rencontré les autres syndicats, donc on a rencontré tous les syndicats patronaux, et on a pris conscience de la gravité de la situation, ce qui fait qu'on va agir. Les 11, 12 et 13 mars de cette année, on va mettre en place des ateliers du BTP qui vont réunir toute la profession et les professions également périphériques, les décideurs élus, les personnes de l'État qui sont en relation avec cette problématique, de manière à réfléchir ensemble à travers 2 conférences et 7 ateliers pendant 2 jours et demi sur l'avenir du secteur du BTP en Martinique. Et c'est une conférence extrêmement importante, une rencontre très importante parce qu'il faut qu'on en sorte. Très bien, donc tous les professionnels du BTP sont invités à cette conférence. Absolument. Très bien. Les élus également, j'insiste sur ce point, notamment les élus de la CTM, mais les maires, enfin tout le monde a été invité et on espère que tout le monde va prendre sa part à cette réflexion qui est vitale puisque vous connaissez l'importance du BTP dans l'économie de la Martinique. Tout à fait. Votre association regroupe également les principaux secteurs d'activité de l'île. Tous les secteurs sont représentés. Tous les secteurs. Quelle est la situation plus globale maintenant de l'économie en Martinique, selon vous? La conjoncture est difficile. Elle est vraiment très difficile. Et on est dans une situation où vraiment les chefs d'entreprise ne sont pas véritablement optimistes, ce qui est grave, parce que vous savez que les chefs d'entreprise, par nature, sont des gens optimistes. Personne ne crée une entreprise en espérant que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que la situation est assez grave, il y a tout un tas de facteurs, mais nous, notre discours depuis très longtemps, c'est depuis la relance de Contact Entreprise en mars 2009, c'est de dire que tous les pays qui s'en sont sortis avec cette crise qui a commencé vers 2008, eh bien, ils s'en sont sortis parce que le monde politique et le monde de l'entreprise ont travaillé ensemble, ont trouvé des solutions et ont avancé ensemble. Il se trouve qu'en Martinique, on a un handicap qui tient
sans doute à l'histoire de la Martinique. Ces deux mondes se sont ignorés très longtemps. Et notre boulot à Contact Entreprise, c'est de rapprocher les deux mondes. C'est pour ça qu'on rencontre continuellement des élus pour qu'ils comprennent, on leur fait passer des messages, ils nous expliquent aussi leurs difficultés, et c'est du dialogue et de la recherche de solutions communes que va venir le salut. On ne connaît pas de pays qui s'en soit sorti tout seul, avec un seul secteur, et tout, c'est pas possible. Alors la transition est toute trouvée, puisqu'on va parler maintenant du député Jean-Philippe Nilor, qui a interpellé la semaine dernière la ministre de l'Outre-mer dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement. Il a présenté la situation de l'économie locale. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait et on se retrouve juste après. Merci. Quelles mesures allez-vous prendre pour une défiscalisation mieux ciblée et profitable au territoire, pour une relance de la commande publique au profit des PME du BTP, mise en danger par la récente suppression de l'allocation logement-accession décidée par ce gouvernement, pour la création d'une zone franche globale ou de filières franches, pour que cesse le harcèlement subi par les petites entreprises, déjà souvent exclues même des marchés de sous-traitance et aujourd'hui pressurées par la sécurité sociale ou les impôts, pour un soutien spécifique au secteur de l'hôtellerie, croulant sous le poids des dettes, des charges sociales et fiscales, ou pour l'économie bleue, véritable gisement naturel potentiel d'activité, de formation et d'emploi, pour mettre fin à la fracture numérique que nous subissons, aggravée par une surtarification des services, pénalisant notre potentiel de création et d'innovation. Alors, on voit qu'il est conscient quand même de vos difficultés. Tout à fait. Est-ce que vous vous rencontrez régulièrement avec les élus? Oui, très régulièrement, mais c'est... Est-ce que vous avez l'impression qu'ils entendent ce que vous leur dites? Oui, je veux parler de peut-être la tentative la plus aboutie pour la collectivité la plus importante. C'est la... quand je dis abouti, j'exagère, puisqu'on est au début. Monsieur Yann Monplaisir, qui est président de la commission développement économique et tourisme, en même temps, il est chef d'entreprise, donc c'est normal qu'il soit conscient. Voilà, c'est pas si normal que ça. Il y a d'autres personnes qui sont chefs d'entreprise et qui sont élus et qui n'ont pas la même action, enfin en tout cas. Non, moi je crois qu'il faut souligner, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Moi, je crois que c'est dû à son expérience, je dirais, anglophone, parce que dans les autres pays de la Caraïbe, ces rencontres-là, entre le monde de l'entreprise et le monde économique, sont tout à fait normales, régulières. Ce n'est pas un événement. On ne vient pas à la télé pour raconter ça. Pourtant, en Martinique, la CTM, ça aura maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Oui. Il y a eu 2 rencontres. La première, c'était le 31 juillet, à l'initiative de M. Monplaisir, et la seconde, c'était le 2 février. Il nous a été proposé, à la suite de cette rencontre, d'établir un calendrier, de regarder les thématiques et tout. Donc, on est dans la bonne direction. Mais 2 rencontres pour établir un calendrier, là, on en est où du calendrier? Parce qu'au-delà de réfléchir et de discuter, est-ce que vous avez l'impression que ça avance concrètement? Oui, ça avance parce qu'on est au stade des propositions sectorielles, avec un agenda, etc. Ça avance. Mais ce qu'on ne peut s'empêcher de déplorer quand même, c'est qu'il ait fallu tout ce temps. Mais on sait que les conditions politiques ne sont pas peut-être très favorables à l'expression de cette volonté. Alors, on sait bien que vous êtes encore à l'étape de réflexion, mais justement, est-ce que vous avez déjà des réflexions? Est-ce que vous avez des pistes qui pourraient... On n'est pas du tout à l'étape de réflexion. On vient de parler d'économie bleue. C'est Contact Entreprise qui a mis en place les ateliers de la mer qui font que maintenant tout le monde parle d'économie bleue. Et on en est ravis parce qu'on voulait imposer cette thématique dans le débat public en Martinique. Que les Martiniquais se rendent compte que la source d'emploi que nous avons, qui est assez évidente, c'est la mer, simplement, puisqu'on est une île. Bon, c'est quelque chose qui s'est maintenant imposé, tout le monde en parle, nous nous en réjouissons, mais on a également parlé des ateliers du rhum et de la canne, parce que peut-être que le rhum peut faire pour la Martinique ce qu'il a fait pour l'Écosse, le whisky a fait pour l'Écosse, ce que le vin a fait pour la région de Bordeaux. Ça, ce sont des réflexions de Contact Entreprise. Et qui sont entendues par les élus. Oui, tout à fait. Au fur et à mesure, bon, disons que ça prend un certain temps. Voilà.
Alors, pour finir, parlons de votre initiative originale en faveur de la Dominique qui a été sinistrée par le passage de l'ouragan, qui a porté ses fruits. Votre initiative, il s'agit de faire don de RTT pour collecter des euros. Il y a eu 200 000 euros qui ont été collectés. Est-ce que l'opération est complètement terminée ou on peut encore y participer ? Elle est terminée pour l'instant parce qu'on est dans un timing par rapport à quoi vont servir ces 200 000 euros, je crois que c'est important de le dire, à la reconstruction-réhabilitation de 2 écoles qui sont dans une des zones les plus enclavées de la Dominique. Pour ceux qui connaissent, au nord-ouest, du côté de la réserve. Donc, il est important que... Nous, on a choisi ce qui est le plus difficile. C'est dans cette région-là que c'est le plus difficile d'amener les matériaux, etc. Et ce sont les entreprises locales qui participeront à cette reconstruction ? Voilà comment ça se passe. Notre partenaire, c'est la Fondation Architectes de l'Urgence qui a l'habitude d'intervenir après des catastrophes pour des reconstructions. Ça a été le cas notamment en Haïti. Et donc, c'est elle qui a fait, en novembre de l'année dernière, un recensement des écoles, des centres de santé, etc. à reconstruire. Bon, c'était énorme parce que tout a été détruit. Rappelez-vous l'appel de Roosevelt Skerrit. Tout ce qui a été détruit a été... Tout ce qui pouvait être détruit a été détruit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a fait cet appel. Et Contact Entreprise s'est positionné en réponse à cet appel. Et on a imaginé que des chefs d'entreprise et des salariés pouvaient répondre à cet appel à travers cette remise des journées de RTT qui sont valorisées, et puis c'est ce qui a donné les 200 000 euros. J'insiste sur le fait que c'est quand même, pour une première, c'est un très grand succès. Vous savez que le Téléthon, qui est une machine de guerre autre que la nôtre, et qui existe depuis des années et des années, a fait la moitié de ce chiffre en Martinique cette année. Donc on est vraiment extrêmement satisfait de ce résultat. Et maintenant, il y a un processus qui fait que les 2 écoles vont ouvrir en septembre. Il y a une programmation. C'est pour ça qu'il fallait à un moment arrêter l'opération et continuer. Très bien. Mais vous nous tiendrez au courant de la suite des opérations. Alors. On n'exclut pas s'il y a nécessité. Et il se trouve que, pour dire juste un mot de la situation de la Dominique, vous savez que la Dominique, c'était à peu près 70 000 habitants. La Dominique a perdu aujourd'hui 15 000 habitants qui sont partis. Donc c'est un immense affaiblissement. La superbe forêt qui est le patrimoine commun de l'humanité, UNESCO, etc., ce ne sont plus que des brindilles et tout. C'est terrible. Donc le consul qui intervenait à notre conférence de presse disait qu'il n'est pas sûr, de son vivant, de voir la Dominique retrouver la beauté qu'elle avait avant, puisque c'était l'île nature, vous vous en rappelez. Voilà. Très bien. Donc c'est une situation extrêmement grave. Ils n'en sont pas du tout sortis. Donc je pense que la Martinique, qui est la plus proche, et donc qui connaît bien ces situations, puisqu'on les a déjà subies, peut-être qu'il y aura nécessité, j'en suis certain, d'autres actions de coopération et de solidarité. En tout cas, nous l'espérons. Et vous nous tiendrez au courant. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez sur ATV à suivre dans cette édition. Nous irons en Guadeloupe où un premier décès a été recensé suite à l'épidémie de grippe saisonnière. 2 autres cas graves sont également déplorés dans l'île Sœur. Jean-Luc Mélenchon est actuellement en visite en Guyane. Le leader de la France insoumise a rencontré les marins-pêcheurs pour faire le point sur leurs difficultés quotidiennes. Partons en Guadeloupe. Je vous le disais, l'épidémie de grippe a fait une première victime. En plus, 2 autres cas graves ont été admis en réanimation. Ils ont été recensés et les cas de grippe se multiplient encore. Voyez les précisions de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Tandis que le nombre de consultations en médecine de ville diminue depuis plusieurs semaines, le dernier bulletin de veille sanitaire concernant l'épidémie de grippe fait état de 3 cas graves, dont un décès. Souvent la contamination, c'est interhumaine. Et donc on peut en mourir effectivement si on est fragile, c'est-à-dire c'est souvent les sujets qui sont plutôt âgés, qui ont d'autres pathologies. Alors la grippe, c'est pas une bactérie, donc les antibiotiques ne marchent pas dessus. Donc en fait, c'est des prescriptions tout à fait, juste contre les symptômes dans un premier temps. Mais effectivement, il faut consulter quand même le médecin parce qu'il peut y avoir des surinfections bactériennes qui sont dues donc au virus de la grippe et notamment chez les personnes qui sont plus fragilisées. Donc c'est pour ça que l'examen clinique est intéressant et que par la suite, en fonction de ce qu'on trouve, on peut être amené éventuellement à prescrire des antibiotiques.
Face à cette épidémie de grippe, certains préfèrent se fier aux solutions alternatives et se tournent vers leur pharmacien. Ce qu'on appelle de l'automédication. C'est-à-dire que les personnes viennent et décrivent leurs symptômes et on essaie de leur trouver le produit qui est adapté au traitement. Mais c'est vrai qu'on est sur une saison qui est particulière parce qu'il fait frais, il fait très froid. Donc les symptômes de la grippe sont effectivement plus intenses. On prescrit ce qui est antalgique, donc pour les douleurs, ce qui est antipyrétique, donc pour la fièvre. On prescrit également on pensait également des solutions nasales, des solutions naturelles à base d'eau de mer. Après une forte augmentation en fin 2017, le nombre de consultations pour syndrome grippal s'est stabilisé. Mais l'épidémie de grippe se poursuit car les valeurs relevées dépassent le seuil épidémique depuis 9 semaines consécutives. Partons tout de suite en Guyane où le leader de la France insoumise est actuellement en visite. Jean-Luc Mélenchon a rencontré les marins-pêcheurs de Cayenne pour faire le point sur les problématiques de leur secteur. Pêche illégale et manque d'infrastructures font partie de leur quotidien. Reportage de Pierre Tréfou. Des gros yeux, c'est le regard qu'a jeté Jean-Luc Mélenchon quand il découvre les embarcations utilisées par les pêcheurs guyanais. Pour sa deuxième journée de visite, le leader de la France insoumise est allé à la rencontre des pêcheurs au village chinois à Cayenne. Il n'y a aucune excuse qui dispense la France de faire face à cette situation. Enfin, c'est une honte à l'état pur. Comment une grande nation comme nous peut en être rendue à quelque chose d'aussi lamentable. Quant à la législation européenne, heureusement qu'il y a M. Younous Omarjee pour la faire bouger. Mais maintenant, quand je croise les récits que me fait M. Omarjee, ce que M. Karam me raconte et ce que je vois, je comprends qu'en réalité, pendant certainement des décennies, tout le monde s'en est foutu. C'est ça le fond de l'affaire. C'est que aucun dirigeant n'a pris sa responsabilité à bras-le-corps. Avec le manque de bateaux neufs et d'infrastructures portuaires, c'est la pêche illégale qui vient s'additionner aux conditions difficiles des marins-pêcheurs. La France, qui est le deuxième territoire maritime du monde, déploie sur ce territoire l'équivalent de 2 voitures de police pour toute la métropole. C'est comme si on avait mis 2 voitures de police pour surveiller toute la métropole. Eh bien, c'est l'équivalent de ce que nous avons en navire de surveillance de l'espace maritime français. Alors que les accords de Guyane prévoient un fonds d'investissement pour les pêcheurs, ces derniers n'en ont toujours pas vu la couleur. Ce qui est inscrit dans les accords de Guyane, justement, on a vu un petit peu le défilement du gouvernement actuel, puisque un mot écrit le 1er avril, c'était bien un poisson d'avril, parce que le lendemain, le 2 avril, ce n'était plus un fonds dédié, mais un fonds à percevoir dans un fonds de... Et actuellement, c'est là-dessus que nous traînons. Donc le fonds de redémarrage n'a toujours pas eu lieu, soit disant qu'un fonds de redémarrage, j'ai bien dit, un fonds de redémarrage. Mais maintenant, on veut nous faire croire que c'est un prêt que l'on devrait nous octroyer. Et ce prêt, on ne sait même pas où aller le chercher. Des fonds d'investissement européens sont prévus pour la modernisation du port. Mais en attendant, les pêcheurs espèrent avoir sensibilisé le leader de la France insoumise sur les difficultés des conditions de pêche en Guyane. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez que 2 collectes sont programmées, une de 9h à 14h au campus de Schellcher et une autre de 9h à 14h également sur le parking du centre commercial La Galeria. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. Je vous retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.